le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de Tire-Bouchon, puisque coronavirus oblige, je me retrouve un petit peu tout seul aujourd'hui. Je suis dans la sauce et ah non, j'arrive pas à démarrer ces putains d'épisodes à chaque fois, ça me saoule. Non, mais t'étais franchement bien parti, hein. J'y ai cru, j'ai vraiment cru. Je dis cette fois-ci, il va y arriver tout seul, ça va être génial. Là, c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas te laisser tout seul quand même. Ah non, quand même. Hein, merci. Tu as vu un peu comme je suis un bon acteur. Je suis sûr que tout le monde y a cru. Franchement, acteur studio même, j'ai envie de te dire, acteur studio. Bon, alors on n'est pas à côté l'un de l'autre aujourd'hui, hein. On fait un petit peu du podcast, du télépodcast, voilà, du Skype podcast. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire un démarrage classique comme d'habitude ou pas ? Non, on peut se la jouer à la cool, genre ambiance apéro. Je pense que tout le monde est un petit peu dans. Ouais, tout le monde. Si des personnes nous écoutent, je pense qu'elles sont dans la même situation que nous, puisque nous écouter en voiture en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, et je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais été autant invité à des apéros. Donc certes virtuel, mais depuis qu'on est confiné. M'en parle pas, j'ai fait un trou dans ma cave. Mais tu veux pas quand même dire la phrase de démarrage quand même, histoire qu'on ait un vrai top départ. Moi, ça m'aide psychologiquement. Allez, ça t'aide ? Allez, vas-y, fais-moi un 3, 2, 1 et j'engage. Vas-y. Allez, 3, 2, 1. Bienvenue chez Tire-Bouchon. Maxime Tire-Bouchon, c'est le podcast qui reste à la maison. Ouais, joli. Je t'avais préparé une feinte. Non, mais bon. Ouais, non, tu as cru, non. Bon, mais écoutez, vous qui nous écoutez, on est ravis de, non pas de vous voir, mais que vous puissiez nous écouter, ou en tout cas de partager ces moments qui sont un petit peu chiants. On va pas se la faire mélodrame, quoi. On n'est pas invité, on n'est pas malade, donc voilà, c'est chiant, mais voilà, il y a pire. On n'a pas des bombes qui nous tombent sur la tête. Non, donc, voilà, il y a pas les chars, il y a pas les chars russes qui défilent sur les champs non plus, quoi. Les chars russes, c'est vrai ça. Bon, je sais pas comment vis-tu ton confinement, toi. Comment je le vis c'est pénible, mais ça va parce que moi, dans mon entreprise, on avait déjà mis en place le télétravail depuis bien longtemps. On a déjà tous les outils nécessaires pour pouvoir bien télétravailler. Donc, et moi-même, je faisais déjà pas mal de télétravail avant les événements. Et du coup, voilà, je bosse à la maison. Seulement, tous les rendez-vous sont annulés. C'est un peu chiant de rester tout seul comme ça. On s'emmerde un peu, quoi. Bon, tu as ton chat, heureusement. Hein ? Tu as ton chat, fort heureusement. Ah oui, oui, là, je sais pas, parce qu'elle sort, elle. Hein. Elle s'en fout, hein. Elle va sur les toits, elle promène, elle me regarde, elle chope le virus, elle te le ramène, elle te lèche et tout va bien, quoi. Formidable. C'est ça. T'en as pas marre de rester sur ton canapé, gros porc, hein. Va sur les toits, suis-moi. Viens, on va promener là, viens, on va jusqu'à l'antenne, on revient. Comme Jean-Paul Belmondo dans Peur sur la ville, tu vois, là, qui court sur les toits de Sommières. À la recherche de Minos. Il est repassé dans la semaine. Je pense que si on me dit, écoute, c'est la fin du monde, tu dois emporter 10 films avec toi, ça fera certainement partie de mes 10 films, quoi. D'accord. Ça fait partie de mes films préférés. Ouais. Peur sur la ville avec Jean-Paul Belmondo. Toi, t'es un fan de Belmondo. Fan, je sais pas, mais ouais, il y a quelques films que j'aime bien de lui, quoi. Peut-être que c'est, sais, un peu les Madeleines de Proust. Moi, ça me rappelle quand j'étais gamin, que j'étais chez mes grands-parents, quand il y avait un Belmondo à la télé, regardez le Belmondo à la télé, quoi. Peut-être que c'est ça, je sais pas. À propos de Belmondo, je vais te raconter une histoire, du coup, je viens d'y penser, là. Ouais. Ça choquera personne, je pense que tout le monde est dans le même état. Vu qu'on est tous en confinement, fatalement, on picole un peu plus. Hein. Ouais. D'accord. Et en fait, je me suis retrouvé devant ma cave et je me suis dit, qu'est-ce que je vais commencer par boire, tu vois ? Est-ce que c'était vraiment dans l'optique de la terminer, quoi. C'était ça. Dans l'optique vraiment. Voilà, je me dis ça tombe, on est bloqué là pour un mois. Comment j'organise le truc ? Et justement, j'ai repensé à un film avec Belmondo que j'avais vu quand j'étais gamin. Je devais avoir 10-12 ans par là, qui s'appelle L'inconnu dans la maison. Je sais pas si tu connais. Je sais pas si ça te parle. J'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu.
Et en fait, alors pour te dresser le portrait vite fait du truc, là, il y a Belmondo qui a perdu sa femme depuis, il est ravagé, il est avocat, il fout plus rien depuis le décès de sa femme. Alors ça remonte, c'est Ouais. des souvenirs qui remontent à loin, il y a sûrement des inexactitudes dans ce que je vais te raconter, mais dans l'esprit, c'est ça. D'accord. Et en gros, voilà, il est chez lui, il a un bureau avec des grosses piles de bouquins, il n'y a rien de rangé. Il prend son petit déj à la bière tiède. Avant de commencer à travailler, si on peut appeler ça travailler, hop, il descend à la cave, il se remplit son petit panier de 6 bouteilles et il torche du pinard tout le temps. Et il se passe certains événements qui font que il doit se remettre au travail. Et du coup, il y a un inspecteur avec qui il entretient des relations privilégiées, qui vient le voir et tout. Et il se trouve qu'ils vont visiter sa cave. Il a une très très belle cave, Belmondo. Il est passionné de vin, tout ça. Et du coup, il lui dit, bah regarde, tu vois, ça, là, tous les vins par région et tout, machin. Et tu vois, il y a beaucoup de casiers de bouteilles vides. Et il a entrepris un vrai job de vidage de cave à tout picoler, quoi, tu vois. Et l'inspecteur de lui dire, mais c'est marrant, les casiers vides là, les bouteilles que vous avez bu au début, ce sont quand même les bouteilles les plus joyeuses, tu vois, les Beaujolais, tous ces vins-là. Et alors que vous avez gardé les vins plus tanniques, plus profonds, plus costauds pour la fin. Et en fait, là, il lui répond, c'est cette phrase-là qui m'avait marqué. Il lui répond, tu vois, la peine, c'est comme un caillou que tu jettes dans un étang. Au début, le frémissement de l'eau est presque imperceptible. Tu as des petits cercles, une petite ondulation qui se fait autour du caillou. Et puis les cercles s'agrandissent, s'agrandissent, s'agrandissent. Et puis ça vient taper sur les bords du lac. Et puis jusqu'à ce que toute la surface du lac soit perturbée et subisse ces ondulations. Et lui faisait son choix de vin dans la même optique. Au départ, il n'a pas senti la peine. Il a bu ses Beaujolais pif tranquillou. Et puis, au plus le temps passe, au plus il prend les vins les plus costauds. Du coup, voilà, moi j'ai fait pareil. Je me bois des Belle petits blancs. méthodologie. Là, j'en suis au petit blanc à 12 degrés. Hein, voilà, 12, Tranquille. 13 degrés. Je fais comme ça. Et puis, peut-être dans 3 semaines, j'attaquerai les Mourvèdres et puis je me mettrai bien au fond, quoi. Ouais, quand ça peut être un baromètre. Quand Maxime est au Mourvèdre, les choses iront très mal. C'est que là, on n'est pas sorti, on n'est pas vraiment pas sorti. Non, ouais. ça serait un petit peu plus compliqué. Voilà. Et toi, alors, du coup, comment ça se passe? Eh ben, écoute, moi, j'ai la chance ou la malchance de ne pas être confiné, D'accord. puisque jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas réussi à mettre de télétravail pour des ouvriers agricoles, pour travailler, Non, pour c'est travailler dehors. Donc, nous sommes en extérieur. Bon, on prend on prend toutes les précautions possibles, quoi. Chacun prend une voiture, on est à plusieurs rangées l'un de l'autre, on se lave les mains plusieurs fois, on se désinfecte tant qu'on peut, etc. Ouais. Donc voilà, tout a été mis en place pour minimiser le risque. Mais du coup, ouais, je me rends pas compte du confinement parce que tous les matins je pars bosser, je rentre le soir, j'ai vu du monde, j'ai pris l'air, etc., etc. Donc c'est vrai que j'en souffre pas. Et ce qui est très bizarre, c'est que du coup, j'en suis presque à envier ceux qui sont confinés. Je me dis, putain, mais moi j'aimerais trop être confiné. J'aimerais trop être confiné, quoi. Tu vois, j'ai plein de trucs à faire et tout. Je suis sûr que je m'ennuierais pas, quoi. Tu vois, ça serait. Mais Ouais. voilà, c'est toujours pareil. Que tu veux toujours ce que t'as pas, quoi. Donc je pense que si j'étais confiné, obligé d'être confiné, je le vivrais peut-être pas aussi bien, quoi. Ouais, c'est le syndrome de la vache, il disait mon directeur du collège là. Les vaches, Ouais, elles ont un vas-y, pré dis-moi. immense, elles ont toute l'herbe du monde à brouter, mais il faut toujours qu'elles aillent brouter celle qui est sous le putain de clôture là. Tu vois, parce que c'est toujours meilleur là, tu vois. Ouais, ça doit être ça. C'est pareil. Ouais, C'est pareil. et c'est pas la même chose pour ta cave. T'as pas les meilleures bouteilles cachées tout au fond sous la barrière. T'as pas une histoire comme ça aussi. C'est pas un C'est parallèle ça. à faire. Si, sûrement, sûrement. Mais ouais, non, là, il y a de plus en plus de vide dans la cave. Ça va. D'accord. Mais ouais, donc franchement, le confinement, je le vis pas, quoi. Donc là-dessus, j'ai pas de contraintes. Et je t'avouerai que cette situation, finalement, je la trouve pas mal. Alors, il y a peut-être plein de personnes qui vont me jeter des cailloux en entendant ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait,
tout le monde a fait une pause dans ce rythme de dingue qu'on a dans cette société de fous. Ouais. Et j'ai l'impression que tout le monde a fait une pause. Tu vois, on n'est pas encore au bouton reset, mais tout le monde a fait une pause, s'est dit ouais, je redécouvre le fait d'aller dehors, sur ma terrasse, de prendre le soleil, de bouquiner, de faire le ménage, de faire ceci, de ranger les placards, etc., etc. Et en fait, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que on arrive même à avoir encore de l'argent à la fin du mois, quoi. Ouais, C'est-à-dire que on tu te rends dépense compte, rien. On dépense ouais, on rien. dépense rien. Donc tu te rends compte que finalement, enfin, dans le rythme qu'on a de notre vie active, ben en fait, on est juste là pour dépenser du fric, quoi. Donc en différentes choses, on nous oblige pas à le faire. Mais tu te rends compte que si tu le fais pas, t'es en décalage, t'es pas dans le truc, t'es pas dans le rythme. Et là, tu vois, cette pseudo-ambiance où finalement tout le monde est en pause, en attente de quelque chose, ben je trouve que c'est pas mal. Finalement, il y a plus d'avions dans le ciel. Moi, mes abeilles sont les plus heureuses. Enfin, Ah ouais, tu m'étonnes. je trouve que c'est pas mal. Donc bon, il faut pas que ça dure trop longtemps, quoique, pourquoi pas. Mais ouais, enfin, franchement, je suis hyper détendu du string par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Après, enfin voilà quoi, parce que je suis privilégié, parce que j'ai la chance de sortir, parce que j'ai la chance de ne pas avoir de personnes malades dans mon entourage, etc. Donc c'est vrai que pour le moment, enfin c'est des vacances de société, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, voilà, on vit tous un petit peu plus au ralenti qu'avant. Mmh. Ouais. Moi, du coup, c'est vrai que moi, pour le boulot, du coup, je me lève assez tôt. Je me lève plutôt très tôt le matin. Je fais Ouais. le boulot que j'ai à faire et je fais la sieste. C'est un truc de fou. Attends, je fais la sieste et c'est super agréable. Je retourne bosser après, tout va bien, tu vois. Mais Ouais. D'accord. t'économises tous les temps de trajet. Moi, j'habite à 1 heure du bureau le matin dans les bouchons. Alors là, je mettrais 20 minutes pour y aller. Mais en temps normal, tu mets une petite heure pour y aller. Bah, tout ce temps-là, Ouais. il est économisé, finalement. Et puis, c'est du temps que tu as pour mettre à profit sur d'autres choses et faire abattre le boulot qui peut être abattu, pour l'instant, tant qu'on a des Mmh. stocks de travail. Après, quand il n'y en aura plus, ça sera un petit peu plus Oui, compliqué. parce qu'il y a des personnes, ouais, malheureusement, ouais, tous les restaurateurs ou toutes les sociétés qui sont impactées, c'est vrai que Pour eux, c'est beaucoup je plus pense qu'il va y avoir compliqué. de la casse. Ouais, c'est plus compliqué, hein. C'est vrai que ma vision bucolique est un peu décalée par rapport à tous ces Oui, gens-là oui, qui oui. sont peut-être à l'agonie, quoi. Mais bon, enfin voilà, c'était mon avis personnel et puis je suis heureux de le partager. D'accord. Et puis tu sais quoi? J'ai envie qu'on fasse un truc qu'on n'a pas fait depuis qu'on a démarré cette saison 3. J'aimerais bien qu'on fasse un point vigne. Un Je point t'explique ce vigne. que je fais en non-confinement. Et vu que nous sommes au mois d'avril, Au mois j'ai envie de d'avril, te faire, d'accord. hein, on va faire quoi? Eh ben, le point Avril Lavigne. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. What more can I say? He wanted her, she'd never tell. Secretly she wanted him as well. And all of the friends stuck up their nose, and they had a problem with his baggy clothes. He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. She had a pretty face, but her head was up in space. She needed to come back down to earth. Alors, alors je rappelle juste Avril Lavigne, donc c'est une auteure, compositrice, interprète, pop rock, chanteuse, musicienne, actrice, styliste franco-canadienne. D'accord. Elle en fait Ok. des choses, hein. Et moi qui me croyais être un gros slasher, là, franchement, c'est pas mal. Oui, oui, oui. Elle est née en septembre 84 à Belleville, en Ontario, au Canada. Ah, Elle c'est une connaît le Canadienne. succès depuis Ok. elle connaît le succès dans le début des années 2000 et c'est tout. Voilà, parce que voilà. Arrêtez là. Donc pour ceux qui s'en rappellent vaguement, c'est une petite jeune, une blonde avec un mascara noir hyper conséquent, quoi. Oui, oui, Et les donc yeux charbonneux. ouais, là. on la reconnaît, voilà, c'est ça, on la reconnaît surtout à ça. Avril Lavigne, c'était celle qui usait du mascara plus vite que son nom. C'est ça, c'est ça. Il y avait toutes les petites meufs qui étaient sapées comme elle à une époque et tout. C'était, Ouais. C'était très rigolo. C'était très rigolo. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que je fais en ce moment dans la vigne? Ben, on finit d'attacher la vigne parce que en fait, ça a été une saison particulière parce qu'on a été un peu en décalage par rapport à la météo. Mhm. C'est-à-dire que l'hiver, lapsus, a été tellement doux
Oui. pour ne pas dire chaud, du coup, la végétation, elle a démarré très, très tôt. Donc, c'est-à-dire qu'on a même, à un moment donné, interrompu la taille de la vigne. Parce qu'on s'est dit, on est en train de tailler. Du coup, ça va démarrer encore plus tôt. Non pas le copain de Mickey, mais ce qui veut dire que si c'est le jamais chien de ça Mickey. démarre. Ah, pardon, oui. Oui. Mais les deux, hein, ils sont copains et maîtres également. Ils ont une petite. Je pense qu'ils ont peut-être une relation un peu SM. Bref, et donc en fait, au plus on taille tôt, au plus ça démarre tôt. Et malheureusement, l'hiver, on était quand même en hiver, et donc il y avait des suspicions de gel, quoi. Et donc on voulait pas que la vigne gêne. Donc on a mis un arrêt pendant quelques semaines on a dit bon, on arrête, on fait autre chose en attendant. Donc on attache, on s'est occupé, on a trouvé à faire sans souci. Et là, on a fini de tailler la semaine dernière. Là, on vient juste de finir d'attacher. Et puis la semaine dernière, ça a gelé, quoi. Donc dans les bleds à côté de chez moi, il y a des centaines d'hectares pour ne pas dire des milliers d'hectares, qui ont été gelés, quoi. Et donc, alors que tout le monde pensait on avait déjà sorti les shorts et les t-shirts. Donc, comme quoi, voilà, c'est plutôt compliqué tout ça, quoi, par rapport à la vigne. Et toi, ton projet personnel, du coup, ça en est où? Gros coup d'arrêt ou Alors là, tu vois, si je pouvais lancer une musique, ça serait Dr Alban, Sing Alléluia, quoi, tu vois. Parce que ça y est, ça y est, enfin, donc depuis fin février, la vigne a été signée. Donc ça y est, je suis propriétaire de ma première vigne, quoi. Yeah. Donc, Sing Alléluia, enfin, voilà, tu vois le truc, quoi. Donc ouais, ça y est. Alors avec son lot de petites galères derrière. Le était un petit peu long. Sur un des épisodes, quand je faisais un petit peu le point par rapport à ça, j'expliquais qu'il fallait faire super attention, parce que quand tu achètes une terre, c'est compliqué, c'est pas aussi simple que d'acheter une baraque, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. J'achète une terre agricole sur laquelle il y a une partie vigne et une partie verger. Et c'est très important de faire valoir la partie vigne, parce que si tu achètes une terre agricole, c'est-à-dire sur ton acte notarié marqué terre agricole, tu peux pas appeler les douanes en disant bon, mais ça y est, j'ai une vigne. Ils disent ouais, donnez-moi l'acte notarié où il y a marqué que c'est une vigne. Et dans l'euphorie du truc, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention. Et sur mon acte de vente, il n'y a pas marqué que c'est une vigne. Donc, parce qu'une terre agricole, c'est pas une vigne, quoi. Il faut bien que ça soit spécifié. Une terre agricole, ça peut être tout. Ça peut être des cerisiers, ça peut être des asperges, ça peut être tout ce que tu veux. Mais pourquoi pas de la vigne, quoi? En fait, les déclarations par rapport aux douanes sont tellement restrictives que les mecs ils disent ok, vous avez combien de surface, donc combien de pieds, donc combien vous allez sortir d'alcool entre guillemets par rapport aux raisins, etc. C'est pour le contrôle. C'est pour le contrôle de la production d'alcool national. Ok. Voilà. Donc là, en gros, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est d'essayer de trouver un papier qui justifie ma surface de vigne, pour que je refasse faire l'acte notarié. Donc, ce qui veut dire que ça va réengendrer des frais notariés derrière. Donc en gros, voilà. Si vous achetez demain une vigne, faites bien attention à ça, et surtout ne faites pas confiance aux notaires, parce que voilà, ils s'en foutent plein les poches. Ils en ont absolument rien à faire, parce que des projets, des achats de terres agricoles à quelques milliers d'euros, mais pour eux, ils y gagnent rien, donc ils en ont vraiment rien à péter. Et tu te retrouves toi, si tu fais pas attention, avec ce genre de problème qui peut aller loin, parce que pour le moment, du coup, je suis à l'arrêt, quoi. Tant que j'ai pas ma vigne déclarée en vigne, je peux pas avancer, quoi. Donc, ce qui m'empêche pas tout de même de faire les travaux agricoles qu'il y a à faire. Donc, la taille, elle a été faite en mode express. Donc, on était à 2 et on a fait ça en une journée, parce qu'il fallait aller très vite, parce qu'on avait traîné pour éviter le gel. Ce qui n'a pas empêché la vigne peut-être d'avoir gelé, on ne sait pas, on a des suspicions. Quand il y a eu cet épisode de gel la semaine dernière, donc on verra. Je pense que non, mais d'autres pensent que oui, donc nous verrons bien. Et puis voilà, donc et là, il a fallu aller. En fait, c'est une vieille vigne. Une vieille vigne de Syrah, qui est pas si vieille que ça. Je t'avais dit qu'elle avait 70 ans. En fait, non. Elle a été plantée dans les années 70, quoi, début 80. Donc, elle a, une quarantaine d'années. Par contre, elle est en mauvais état, il y a des manques, surtout le tien. Et donc, elle a des elle a donc des manques, les fils étaient cassés, certains piquets étaient cassés, etc. Donc, du coup, j'ai passé quelques jours à tout remettre en état, et ça m'a plutôt plu. C'était sympa. Tu dis, voilà l'état actuel, voilà ce que je veux en faire après. Et donc voilà, donc en gros j'y passe mes week-ends, mais bon, avec le confinement c'est un peu compliqué, parce que je peux pas justifier que j'ai besoin d'aller là-bas, puisque c'est pas mon activité, il n'y a pas encore d'activité déclarée sur cette terre, quoi. Donc je passe à travers les mailles du filet avec les risques que ça peut encourir, quoi. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, mon cher Max. Bon, alors c'est chiant, mais il y a rien de perdu, quoi.
pour Non, l'instant. il n'y a rien de perdu, c'est juste ça rajoute des soucis qui n'avaient pas lieu d'être. Il suffisait juste de faire attention. En plus de ça, on m'avait prévenu et puis voilà quoi. Dans l'excitation du moment, j'ai pas fait attention et puis voilà quoi. En tout cas, C'est comme on salue tous les notaires Voilà. qui nous écoutent. Je Voilà. suis sûr qu'ils auront apprécié ta saillie. Non, mais non, franchement, non, très sincèrement hein, et objectivement, c'est une profession que je respecte tout autant que les huissiers. Donc, tu vois, D'accord. il faut. Oui, Voilà, c'est bien toute sûr. l'estime que je peux avoir pour ce type de profession. Donc, alors, changeons de sujet. Changeons de sujet. Nous mets pas dans la merde. On a besoin de tous les auditeurs, ok? Sois gentil avec eux. Bon, cet épisode est un peu un épisode un peu hors série. Hein, on m'a dit, c'est un peu l'apéro. On parle de tout, on parle de rien. Pour tout vous dire, on n'avait pas prévu d'enregistrer d'épisode puisqu'on ne pouvait pas se voir en chair et en os. On s'était dit on ajourne jusqu'à la fin du confinement. Seulement l'appel du micro était trop fort, donc on a trouvé une solution à peu près satisfaisante. J'espère que la qualité sonore sera, on va dire, écoutable. Elle sera pas top, forcément. Si ça ne l'est pas, soyez indulgents. Voilà, c'est pour sortir quelque chose quand il arrive. Bon, en même temps, tout le monde commence à avoir l'habitude puisque tous les reportages télé, toutes les vidéos sur YouTube, les machins, sont remplis de choses, d'appels Skype approximatifs et de conf call à la ZUB. Donc, du coup, voilà, on fait comme tout le monde. Parfait. Il y aura pas de partie pédago à la fin de l'épisode. Pas de dossier. On n'a pas de dossier cette fois-ci. On tâchera de préparer quelque chose pour la prochaine fois. En revanche, on a toujours un petit stock d'interviews sous le coude dont on va pouvoir vous faire profiter un petit peu. On recycle ce qu'on a. J'ai pas choisi. Mais ce sont des inédits, on est d'accord. Hein, ce sont des inédits, bien sûr. Il n'y a pas de redite, il n'y a pas de ressucé. Je sais pas si c'est ce que tu préfères. Non, ressucé, je suis encore là-dessus. Je connaissais pas ce terme, mais ça évoque beaucoup de choses. Voilà, c'est comme faire des vins de piquette. Tu vois, tu fais 2 vins avec une même récolte. Ah oui, d'accord. Ok. C'est ça. Donc voilà, épisode 2, saison 1. Voilà, tout à fait. J'ai pas choisi l'interview qu'on va écouter là maintenant. Donc on l'a pas écouté. Ça sera une surprise. Bon, écoute, voilà. On s'écoute ça et on se retrouve après. On s'écoute ça et on se retrouve après. Et je fais un petit bonjour et puis on y va. Ça marche. Je sais pas si je le garderai, d'ailleurs, je suis jamais à l'aise de faire ce bonjour alors qu'on s'est déjà dit bonjour, mais... Je suis obligé de répondre, non? Oui, je vous emmène avec moi, désolé. Je vais dire bonjour aussi, alors. Voilà, c'est ça. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au domaine Francis Audio, et c'est Monsieur Audio. C'est pas Francis le prénom, vous aussi? Si, c'est Francis. Ah, parce que j'avais lu sur le site internet... où c'est dans le guide Achète des vins, où il y a un autre prénom de spécifié, donc je me suis dit, mince, il y a une génération... On parle de mon aïeul Jean-Baptiste Audio. Ah, c'est Jean-Baptiste, d'accord. Voilà. Mais ça date d'un siècle. Ah voilà. Mais c'est toujours présent puisque je suis là. Oui, c'est toujours la famille Audio. Voilà. Ok, très bien. Donc bonjour, excusez-moi. Bonjour. donc qui nous accueille aujourd'hui au domaine. Donc on est à Mentou Salon. Voilà, au domaine de Coquin. Au domaine de Coquin, Mentou Salon. Et puis voilà, on est très content d'être là d'ailleurs. C'est très joli. C'est ce que je disais à monsieur en arrivant, c'est que de ce que j'ai pu visiter moi de mon séjour dans le coin, à chaque fois c'est les installations, elles sont au cœur des villes, des villages, et c'est pas sur le même principe que les vieux masses perdus dans les vignes qu'on peut avoir dans les Côtes-du-Rhône ici, et on a une vraie bâtisse, une vraie ferme avec un corps de ferme, des dépendances et tout qui est un peu perdu dans la colline, et ça doit être agréable d'y vivre. Enfin, on doit être au calme ici, ça doit être sympathique, quoi. On est vraiment au calme, il y a même les hirondelles. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai laissé les grilles ouvertes, là, la porte, pour justement... on est en pleine campagne. D'accord, pour laisser les hirondelles vaquer. Ouais.
Donc vous alors, monsieur Audio, vous travaillez dans ce domaine depuis combien de temps? Depuis toujours? Oui, c'est vrai. En fait, je disais tout à l'heure, ici on est dans le milieu de la campagne, mais c'est un carrefour géologique. Je disais au nord, la Sologne, au sud la Champagne-Berrichonne, les cultures, et puis à l'est le Sancerrois. Donc là, on est vraiment au cœur, un cœur géologique où il y a différentes cultures qui se forment en fonction des propriétés du sol. Donc, et le vignoble, l'appellation Menetou-Salon, qui regroupe 10 communes et commence au nord de Bourges, en passant par Menetou jusqu'à Imbligny, à côté de Sancerre. Et ici, moi, l'appellation, elle est de l'autre côté du village. Elle est à 3 km. Les vignes sont à 3 km. Voilà, donc je suis loin puis pas loin. Voilà. Ouais. Et donc vos vignes là, du coup, elles sont proches de la ferme ou elles sont. Alors, vous êtes venu par Menetou. Oui, voilà. Alors, si vous êtes venu par Menetou, c'est à la même distance de l'autre côté. Donc, on est à 1,5 km du village, de l'église, et donc mes vignes, elles sont de l'autre côté. D'accord. Donc, il faudrait continuer par là-bas, non? J'ai du mal à me repérer. Par là-bas. Bon, c'est super radiophonique en plus. Voilà. Ça veut rien dire, mais c'est. Bon, voilà. Donc, c'est par là-bas. J'irai en repartant. J'aime bien prendre quelques photos. En plus, ça me sert à illustrer parce qu'on les diffuse aussi ces photos. Et puis à cette époque-là, elles commencent à être jolies. C'est super beau. Moi, c'est la meilleure époque parce que vous avez le colza qui défleurit. Vous avez des touches jaunes, un patchwork vraiment animé. D'autant plus que la végétation des vignes là, commence à pousser. On a 10 cm. C'est vraiment magnifique. Puis les odeurs, on respire là. Il a plu dernièrement. Ça sent la terre, ça sent les fleurs. C'est agréable. Ça vaut le coup d'aller marcher dans les vignes. Pour moi, c'est la meilleure époque avec l'automne, parce que l'automne, pareil, il y a cette histoire de pluie, d'odeur, l'eau l'humidité qui remonte toutes ces odeurs, et voilà, l'odeur de champignons, j'aime moins le champignon, mais de feuilles, on sent la nature qui change, et c'est vraiment deux époques super. En ce moment, c'est très agréable, et puis de revoir la vigne qui fleurit, après qu'on ait passé tout l'hiver, j'imagine à la taille, enfin bon, elles ont pas... Alors ici, je rappelle encore une fois, c'est de la taille Guyot. Voilà. Parce que nous, on s'est beaucoup attardé sur la taille en cordon de Roya qu'on pratique chez nous. Et du coup, même moi, ça me dépayse un peu de voir cette vigne qui ne part que d'un côté, là, à chaque fois. Et donc, voilà. Donc, surtout l'hiver, quand elle n'est pas taillée et tout, c'est tout marron et tout, c'est un peu triste. Là, maintenant qu'elle est taillée et qu'elle commence à repousser, à refleurir, c'est joli, ça a de la gueule, la vigne. Et pourquoi on taille Guyon? Alors oui. C'est tout simple, c'est parce que les yeux de la base du Sauvignon et du Pinot Noir, nos cépages, ils sont ils sont peu productifs. Ce qui fait que si on taillait en cordon, avec des coursons, des petits bouts de bois de 2 yeux, ça donnerait des rameaux avec peu de raisins. D'accord. Vous n'arriveriez pas au bon rendement. Trop peu de raisins. C'est-à-dire, ça c'est très aléatoire de récolter. Et donc, en taillant assez long, on a du raisin quantité suffisante. Nécessaire et suffisante. Ok. Voilà. Ah ouais, mais je savais pas ça. Ok. Oui, parce qu'on parle pour le cordon, pour le cordon, on parle de taille courte en général. Oui, c'est ça. C'est pour ça. D'accord. Et vous, votre parcours, alors du coup, vous ne m'avez pas répondu. On a parlé un petit peu du caractère géologique. Oui, alors mon parcours, moi j'ai fait une formation viticole à Beaune. Comme tout le monde. Comme beaucoup de gens dans le coin. Voilà, chez nous c'est à Montpellier, ici c'est à Beaune. Voilà. J'ai passé l'examen à Montpellier. D'ailleurs, c'était en 91, il y avait la grève de partout. Je suis venu le passer en avion. Ah ouais, d'accord. Parce que tout était les paysans, ils faisaient la grève. Ah oui, d'accord, c'était cette époque-là. Il y avait plus d'essence nulle part. L'enfer. Donc, j'ai une copine de Nuit Saint-Georges, Béatrice, à Dubois, qui avait un plan, et on y a été en petit avion de 4 places et 6 places pour aller passer l'examen à Montpellier. Même pas non, c'était à l'arrache, comme ça. À 18h, on ne savait pas, à 19h, on prenait l'avion. Et donc oui, on disait quoi là? Votre parcours. Voilà. Oui, mon parcours. Donc Montpellier, Beaune. Voilà, Beaune. Et puis après, je suis revenu travailler là. Alors en fait, la chance qu'on a eue dans la région, c'est qu'on avait une coopérative qui n'a pas marché.
C'est-à-dire en 91, on a gelé, et 91, et les responsables de la coopérative viticole, parce que tout le monde amenait son raisin, ils vendaient un petit peu à côté, ils se sont sauvés avec la valise diplomatique. D'accord, ils sont partis avec la caisse. En nous payant pas ni les parts, ni... Voilà. Donc tout le monde s'est retrouvé un petit peu désemparé. Alors moi je sortais juste de mon BTS et puis moi c'était mon truc, donc j'ai embrayé le pas tout de suite. C'était un point de départ et forcément. Puis et puis vraiment aussi positif pour moi, ça me changeait pas vraiment pour moi, mais pour beaucoup, enfin pour les vrais vignerons de Mentou, ce qui fait que et puis il y a eu un développement important du laboratoire œnologique qui a conseillé, orienté les gens qui étaient viticulteurs, qui connaissaient rien. Et puis c'est aujourd'hui très intéressant parce que voilà, il y a une toile d'araignée qui s'est faite qui n'aurait pas eu. Oui, parce que je discutais justement avec des gens du coin. J'ai de la famille, je vous ai dit, il y a mon beau-frère à Bourges et tout. Il dit le Mentou, avant, on n'en buvait pas tant que ça. Enfin voilà, il dit c'est quelque chose qui a grandi sur ces 2 dernières décennies. Je pense. Depuis 85, on va dire. Un petit peu avant, d'accord. 85, 86, c'était et c'était le parent pauvre à l'époque parce que les gens. Vous êtes dans l'ombre de Sancerre, quoi. Enfin. On était. Aujourd'hui, alors le plus difficile, c'est de communiquer à l'étranger. Je pense qu'en France, on a encore des progrès à faire. Mentou Salon, ça sonne même Salon de Provence. Donc, même si ça n'a rien à voir, c'est pas. Par contre, c'est difficile à prononcer aux États-Unis, en Angleterre. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas le Quincy, Pouilly, Sancerre, ça sonne pas pareil. D'accord, ok. Et ça, c'est gênant, alors que. J'avais pas pensé à ça, Et ben c'est presque majeur. Parce que qualitativement, lié à la qualité, on travaille tous bien. C'est même une chance parce qu'on a un petit vignoble. 600 hectares, c'est pas grand. C'est 600. Et Quincy, c'est 200 ou 300, je crois. C'est c'est à peu près moitié. C'est Quincy-Reuilly. Ça fait la même surface que Mentou. D'accord. Voilà. Ok. Il faut rajouter les deux. Voilà. Et c'était bon. Voilà, ok. Et donc, donc Mentou, c'est pas prononçable par les Américains, donc du coup, ça part pas. Donc, voilà, pour mon parcours, donc j'ai repris les vignes. À l'époque, il y avait 3 hectares de vignes. Donc, j'ai commencé. Alors, j'ai galéré un petit peu au début parce que il y a des périodes de grêle. Parce qu'on est les premiers, on est à 240, 250 mètres d'altitude. C'est un vrai problème dans la région, vous n'êtes pas le premier qui m'en parle. Et depuis la mer, en fait, on est les vrais reliefs. Et donc les orages qui viennent du sud-ouest, ils s'accrochent aux premières collines et c'est pour vous, souvent on est dedans. Et donc j'ai grêlé 93, 14, 15. Donc à l'époque j'avais des clients mais pas fournir en face suffisamment. Donc finalement ça allait. Mais j'ai galéré au début. Puis après aujourd'hui j'ai 14 hectares et demi de vignes. Je commercialise tout en bouteille. En gros c'est 25% export, pas très loin, c'est Belgique, Pays-Bas, un petit peu Pologne. Et puis sinon, c'est vente au caveau ici, presque 50% de ma production. D'accord. Vous voyez, je ne suis pas dans le vignoble, mais je suis à Mentou Salon. Et les gens viennent. Et le fait, vous voyez, que je ne suis pas sur forcément une route hyper passagère, et ben moi, les gens qui viennent, ils viennent pour moi. Il faut faire la démarche de chercher, de lire audio. C'est où, c'est quoi l'adresse? Domaine de Coquin. Sur GPS, vous tapez Domaine de Coquin ou Domaine du Coquin. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je suis même sur Street View. Mais bon, la route était parfaite. C'est vrai, ça date de 4, 5, 6 ans. Mais voilà, on arrive au bout du monde, on y arrive. Non, mais c'est plutôt pas mal. Et donc, vous me disiez 14 hectares et demi. Oui, voilà, ça fait autour de 110, 120 000 bouteilles à l'année. D'accord. Quand on n'a pas de soucis climatiques, comme j'ai dit. C'était une question là que il y a des moyens de quand il y a la grêle, à part pleurer en regardant par la fenêtre. En ce moment, on est en train de mettre c'est pas en ce moment, c'est depuis les années 80, il s'est mis en place une lutte anti-grêle.
D'accord. Alors, ça peut être technique, on envoie du iodure d'argent dans l'air. Alors, il n'y a rien du tout pour l'environnement de polluant. Ouais. de polluants. Un générateur, on a 80 générateurs, on va dire, qui fonctionnent quand il y a des alertes de mise. Okay. Donc, c'est comme une bouteille de gaz qu'on allume. Il y a de l'acétone et puis de l'iode et de l'argent à petite quantité. Ouais. La pollution, c'est un générateur, c'est comme 1 heure de tondeuse à gazon. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est que dalle. Enfin, que dalle. Oui, non, mais c'est à la marge, c'est un moteur. On se pose toujours des questions, mais c'est voilà. Et donc on a mis en place là dernièrement, on a augmenté notre maille pour justement ces orages qui viennent du sud-ouest. Ouais. On en a aujourd'hui, on en a une 60aine. Et ça est efficace à 60%. D'accord. Ça, je ne sais pas si vous savez comment ça marche. Est-ce que c'est intéressant que j'en Ouais, parle? oui, allez-y. Alors, c'est quoi la grêle, elle se forme comment? C'est une petite poussière qui est dans l'air. Ouais. Et comment dire, il y a une petite bille d'eau qui se met dessus. Après, voilà. Une petite une molécule d'eau. Après, il y en a une autre qui se remet dessus, et puis ainsi de suite, et ça forme un glaçon. D'accord. Donc l'idée, c'est d'augmenter le nombre de poussières dans l'air pour augmenter le nombre de ces petits grêlons. Donc ils sont moins gros, plus nombreux, ce qui fait que quand ils tombent, ça fait moins de mal, ou alors ils ont le temps de fondre. Et ça, c'est efficace à 50%, ce système-là. D'ailleurs, la Bourgogne, elle vient de s'équiper bien comme il faut. Dans le sud-ouest, ils sont à fond dedans. Okay. Ça marche. Après, c'est 50%. Le gros orage, on y a droit quand même. Oui, voilà. Mais c'est quand même vachement important. Oui. Oui, parce que c'est une des premières menaces que vous avez, du coup, ici, tout le monde en parle et tout le monde. Mais ça, c'est par période. C'est par période. Il y a des périodes où, quand j'étais en Bourgogne, moi, je grêlais bien. Enfin, quand à la sortie de Bourgogne, là, je vous ai dit, 93, 14, 15, moi, j'en prenais plein à ce qu'il fallait. J'ai mes copains en Bourgogne, ils n'avaient pas de soucis. Par contre, là, depuis 4-5 ans, là, ils ont des réels problèmes. C'est des périodes comme ça. D'accord. C'est des périodes. Ouais. Ok. Voilà. Et on n'y peut rien, c'est des cycles, quoi. Ouais. Après, on a eu du gel, par exemple, en 2016, mais ça, on n'avait pas eu de réel gel depuis 91. Oui. Alors, il y a Pouilly à côté, eux, ils sont dans la Nièvre, et puis il y a un climat un peu plus froid, donc des fois 2 degrés près. Voilà. Et là, ça va? Vous n'avez pas craint là, ces derniers jours, là, parce que ça mettait des bougies là, dans les champs. Alors moi, j'étais parti me promener ailleurs et donc j'ai pas vu. On a une collègue là qui nous a fait peur à tout le monde. Elle a appelé un matin, oui, il y a des gros problèmes. Et puis en fait, non, c'était plus de peur que de mal. Non, ça va. C'est un peu blanc, mais pas de casse, quoi. Non, mais 2016, globalement sur l'appellation, il y avait 20% de récolte, donc ça fait mal. Domaine de coquins. Vous avez des rouges, des rosés, des blancs. Alors, oui, à Tout Salon, on fait blanc, rouge, rosé. Chez moi aussi. En fait, moi, c'est un petit peu comme l'appellation. C'est 2 tiers de blanc, 1 tiers de rouge, puis un petit peu de rosé. Rosé, ça représente 5 à 6%. Oui, voilà. Rosé, c'est parce que, j'ai l'impression qu'il y a quand même une mode du rosé en ce moment. Ça s'exporte très bien, le rosé. Oui, alors moi, j'en fais toujours depuis à peu près les mêmes pourcentages depuis le début. Et puis, j'en ai besoin. Parce que c'est du pinot noir. Alors blanc c'est Sauvignon, rouge et rosé c'est pinot noir. Nous c'est pinot noir. C'est aromatique. On est sur on travaille aussi en fermentation, en maîtrise des températures, ce qui fait qu'il sort plus des arômes fermentaires, on va dire. Le terroir est moins important sur ce type de vin, donc il faut que ce soit des vins frais, légers, désaltérants, aromatiques, mais pas non plus enivrants. Un rosé, c'est un vrai vin de soif. De soif, rouge pinot noir. Donc, il faut savoir que le pinot noir, c'est un cépage rouge, mais à jus blanc. D'ailleurs, en Champagne, ils font du blanc de noir, et donc ça fait du champagne blanc, on va dire. Donc, nous, c'est important de maîtriser vraiment les rendements, parce que ça, c'est un cépage qui ne pardonne pas. Comme la couleur, elle est juste dans la pellicule,
on n'a pas d'avance de couleur. Donc, il faut maîtriser les rendements. Donc, si trop, c'est comme le Grenache, finalement, si on le pousse trop loin, il perd en couleur. Voilà, ça fait des vins sur le fruit. Alors, nous, on a, c'est du pinot noir qu'on peut retrouver en Bourgogne, mais on n'a pas, le terroir, c'est argilo-calcaire ici. Je ne sais pas si on en a parlé, mais ça donne des vins souples, assez légers et ronds. Et il faut quand même, on travaille maintenant mieux aussi sur la fermentation. On va plus loin dans la macération et moins dans l'extraction. D'accord. C'est-à-dire on remue beaucoup moins la pulpe, on triture beaucoup moins et par contre on peut laisser plus longtemps justement les bactéries, les levures, mais tout au moins que ça donne de la rondeur. Et puis c'est pareil, avant de vendanger, moi je fais souvent faire pour me réconforter, parce que je suis un peu le seul décisionnaire, c'est-à-dire que mon père il goûte, mais c'est plutôt moi qui décide. Alors c'est un avantage parce que c'est moi qui décide, donc c'est facile. Il n'y a pas de discussion. Mais il faut prendre les décisions. Il y a un échange. Donc souvent, moi, je fais faire analyser la maturité des pépins. Et ça, je pense que c'est vachement important. C'est un vrai indicateur. Déjà, au niveau vendange, on goûte les pépins. Et il faut que ça soit croquant, il faut que qu'il soit brun, que ça sente la noisette. Faut pas qu'on ait des sensations amères ni tanniques au niveau de la langue. Et donc, dès à ce moment-là, voilà. Déjà, et ce qui permet de pouvoir pousser la macération plus loin dans le temps et justement avoir de la rondeur supplémentaire. D'accord. Ça c'est bien ça. Ok. Voilà, donc j'ai 2 rouges. J'ai un rouge classique qui correspond en fait à l'assemblage de mes parcelles de vignes. Donc j'ai des jeunes vignes qui ont aujourd'hui une quinzaine d'années, puis des vieilles vignes on dit vieilles vignes qui ont une 50aine d'années. Donc il y a les deux, il y a l'assemblage de tout. Et à côté de ça, j'ai fait une cuvée. Alors j'ai 2 cuvées, une en rouge Mathilde et puis une cuvée en blanc Héloïse. Les prénoms sont les prénoms de mes filles. Hein. Oui, c'était ma prochaine question. Voilà. Et Mathilde, en fait, c'est mon aînée. À part ça, j'ai voulu faire avec des vieilles vignes. Quelque chose, montrer qu'on pouvait faire des vins un peu plus capiteux, un peu plus corsés, sans que ce soit dur, agressif. Donc là, par contre, ce sont des vieilles vignes que j'élève en fût. Alors, c'est des fûts de 700 litres. D'accord. Souvent, je parle de foudre à mes clients particuliers parce que ça leur fait moins peur que des fûts. Parce que nous, c'est un vin léger, fruité. Et l'idée, c'est d'accompagner la structure, mais pas de la masquer par le bois. Parce qu'on n'a pas des cépages, un cépage. Je vous dis, il y a le rendement et puis la façon de travailler. Mais nous, si on achète du Mentou, il faut boire du Mentou, c'est léger, fruité. Alors ça, c'est marrant, c'est une notion que j'avais déjà vite fait appréhender, mais ça m'a vraiment été confirmé par mon passage dans le pays, là, c'est que on a tout souvent tendance à voir les vieillis en fût de chêne comme si c'était un élément de qualité. Alors qu'on s'aperçoit que c'est super dangereux. Enfin, c'est un outil qui peut être intéressant, mais il faut très bien le maîtriser et il ne faut pas passer le trop de fût juste pour... et donc, c'est rigolo. On a l'impression que c'était la clé de tout foutre en fût de chêne et puis on avait des vins expressifs avec une grande complexité. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas, quoi. C'est un outil présent, mais qui est à maîtriser. Oui, puis il y a des cépages qui s'y prêtent mieux. Vous avez le Cabernet, vous descendez dans le Bordelais. Là, il y a des grosses structures, pas forcément que dans le Médoc, mais qui permettent un passage en bois, qui amène quelque chose. Nous, c'est vraiment masqué. Si c'est. C'est ça. Alors en fait. J'ai une quinzaine de fûts de 700 litres et je mets, pour ma cuvée, en gros, ça représente 3500-4000 bouteilles. Donc, c'est pas énorme, mais l'idée, c'est tous les ans, j'achète 2 fûts neufs. Et puis donc j'ai un roulement sur, on va dire 7 ans de fût. Et ce qui fait qu'après, moi, je me fais mon assemblage pour avoir... Il y a des années où tout est fût neuf dans ma cuvée. Et puis des années, non, parce que le vin ne le supporterait pas. Oui, ok. Voilà. Ok. Oui, donc ce que vous avez mis dans des fûts plus anciens, donc qui est moins impacté, ça vous aide à gérer le niveau de bois, quoi. Donc en fait, j'ai 5-6 fûts pour ma cuvée. Puis le reste, je l'assemble dans mon rouge classique. Voilà. D'accord. Ça, qui rehausse, qui accompagne la structure, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour le rouge. Après le blanc, j'ai un blanc, on va dire classique, qui correspond aussi à l'assemblage de toutes mes parcelles de vignes.
Alors, il faut savoir que le terroir de Meine-tout-Salon, il est assez homogène. Hein. Oui. C'est pas comme Sancerre, vous avez des caillottes, des terres blanches, argilo-calcaire, marne, comme on peut avoir nous, et puis ils ont du silex. Que nous, globalement, c'est sensiblement la même chose sur le vignoble. Donc la géologie, vous vouliez en parler, du coup, comment ça se présente? Alors, c'est une couche de calcaire Alors, il y a beaucoup de calcaire, beaucoup d'argile. Alors, des fois, les argiles, il en faut toujours pour la flotte. Mais, oui, et puis pour nous, c'est ce qui donne la rondeur aussi. D'accord. Si vous avez les caillottes, c'est très expressif au printemps. C'est très aromatique, très floral. D'accord. Après, les argiles, c'est un petit peu plus long à s'ouvrir, mais c'est très rond. Là, on est même sur si on pousse un peu la maturité, on est sur des fleurs blanches, de la pêche. Et puis les silex, on est plus sur le côté des fois végétal, minéral. Un petit peu plus que nous, on est acide, vraiment sur l'ensemble de l'appellation, on est argilo-calcaire, alors avec plus ou moins d'argile. Donc, j'ai une parcelle où il y a un peu moins d'argile, qui s'exprime un peu différemment. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose de sympa pour mettre en avant ma cuvée, Héloïse. J'ai pas de réel travail, ni en fût, ni quoi que ce soit. Je l'élève un peu sur lit quand même. Et c'est un vin qui est un peu plus minéral. Le premier est plus floral, plus facile d'accès, on va dire. Le deuxième est plus, Héloïse est plus minéral. Et puis s'ouvre souvent un peu plus dans le temps. Il faut un peu plus de temps. Et voilà, c'est un peu j'ai pas de travail réel, si ce n'est que je mets en avant le terroir. D'accord, oui, il y a une parcelle qui s'exprime un peu plus et ça vaut le coup de lui donner de la voix, quoi. Ok. Et donc, les projets d'avenir, alors, comment ça se passe ici au domaine de Coquin? Projet d'avenir, c'est une vraie question. D'accord. Parce que l'avenir, elle va dépendre aussi. Bon, je vous parlais de mes cuvées, Héloïse Mathilde. Héloïse 16 ans, Mathilde 18. Elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire. Après, moi, j'étais pas non plus à 18 ans. Des fois ça arrive à fond vigne, j'étais à fond copain, rigolade. Voilà, c'est ça, ça fait 18 ans, on pense plutôt à ça. Donc voilà, est-ce que aujourd'hui je reste comme ça parce que aujourd'hui, ça va pas mal. Bon, je m'occupe du commerce quand même. Ça fonctionne parce qu'on s'en occupe. Même si c'est une appellation qui va bien, mais bon, il faut s'en occuper. Est-ce que je continue dans le ronronnement classique et puis j'attends ou alors est-ce que s'il y a une opportunité ou pas grandir le domaine, les plantations c'est un peu limité parce que nous on limite sur l'appellation donc c'est les projets d'avenir, c'est toujours essayer de peaufiner la qualité de ces vins, maîtrise. Alors on a, je pense, des efforts à faire sur le pinot noir. Je pense qu'au niveau vigne, on a déjà bien avancé, mais c'est au niveau vinification, puis au niveau oxygénation, je pense, parce que j'ai encore goûté dernièrement un pinot noir d'une autre région du monde qui était bouché à vis et puis qui était hyper réduit. Donc pas sympa. On a un travail à faire sur l'oxygénation, l'oxygène dissous. Projet d'avenir, après, c'est de se faire reconnaître toujours. Parce qu'on sait que tous les ans, on perd 15% de clients. C'est une règle commerciale. Hein. Ah, d'accord. 15% de clients, je parle en gros, peut-être chez moi, peut-être plus, j'en sais rien. Donc, il faut toujours regagner. Essayer de renouveler le stock de clients. Et donc, après, c'est l'idée d'avoir aussi une image. Parce que Meine-tout-Salon, ça a une image. On peut parler, on va se comparer à Sancerre, tant pis, ça fait rire. Vous allez à Sancerre, ça en impose. Il y a la butte de Sancerre. Superbe. Vous arrivez par l'allée des Platanes, c'est super sympa, il y a des vignes partout, c'est chouette. Nous, ici, on n'a pas ce cadre-là. Par contre, on a le cadre que je vous ai dit. Vous arrivez, vous êtes en pleine campagne, il y en a beaucoup en arrivant, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est beau par chez vous. Et on s'en aperçoit quand on s'en va ailleurs et puis qu'on revient là. On dit, c'est chouette, il y a des
plein de belles balades à faire. Il y a les vignobles, il y a les forêts, il y a les cultures. C'est ça. Je vous ai dit, c'est un patchwork. C'est exactement ça. J'ai pris des photos hier, c'était super. Il y a une parcelle jaune, une parcelle verte. On a envie de prendre des photos et on se régale et des couleurs et des odeurs. Donc il y a cette image-là, mais qui n'est pas suffisante à l'export notamment, parce que c'est ça qui nous manque un peu. Après, vous voyez, en arrivant, j'agrandis un peu, et puis j'avais dit, tiens, au lieu de faire un cube, j'ai monté mon pigeonnier là. Ah oui, la tour en pierre. Ouais. Oui, voilà. Parce que j'avais envie de... déjà, j'aime la pierre. J'aime beaucoup la pierre. Oui. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un tout. Quand on boit un vin, il y a l'image qu'on donne, l'image qui est donnée, l'image qu'on s'en fait. C'est quand même... il y a la qualité du vigneron qui a travaillé derrière, mais il y a plein... C'est pas objectif. Si on peut mettre une belle bâtisse sur l'étiquette, ça identifie... c'est un marqueur visuel en plus, quoi. Voilà, ça, c'est important. Ouais. Faut savoir aussi qu'en France, au niveau communication, on est zéro. C'est 2% du budget. D'accord. En général. En Italie, c'est 20%. Ok. Après, il y a un grand écart à faire. Quoi. Mais l'image, ça compte énormément. Donc l'idée, c'est de... je fais des efforts qualitatifs, c'est d'avoir aussi une image qui corresponde à quelque chose de sérieux. Oui, ok. C'est ça même si aujourd'hui j'ai des cheveux blancs, je parais sérieux derrière mon comptoir, mais je peux vous dire quand j'avais 25 ans, j'avais encore mon oncle à l'époque, quand on avait 60 ou 65, et c'était rassurant. Les gens avaient une image du vigneron, rassurant. C'était rassurant d'avoir un bon père de famille, qui avait une bonne mine. Et puis, mais voilà, le vin, c'est le travail, la qualité du vin, mais c'est aussi l'image où j'ai vraiment compris ça. Je connais de la famille qui est sur l'Istrac en Médoc. Ouais. Évidemment, j'ai fait en vélo, parce que j'aime bien le vélo. Moi, j'ai fait la route des vins du Médoc. Oh là là, quand vous passez devant le château Pichon-Longueville ou château Bechevel ou château de Rothschild, ça jette. Ça on voit. Ça jette. C'est sûr. Donc il y a je veux pas être prétentieux, mais il y a une image, faut pas. Bien sûr. Une bouteille, c'est une belle étiquette aussi. C'est une capsule bien sertie. C'est une étiquette d'aplomb, une écriture qui se lit bien. C'est tout quoi. C'est un ensemble. Donc vous, c'est un côté que vous avez envie de travailler à l'avenir. Développer ça. Quoi. Pour m'asseoir, asseoir mon sérieux. Le sérieux, ok, je comprends bien. Il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ça le plus difficile. Mais il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux quand même. Ok. Alors, dernière question que j'aime beaucoup, un petit exercice de style. Si vous deviez choisir un vin plaisir, un vin gourmandise, pas d'accord mais vin, et pas un de vos vins à vous, mais de n'importe où en France ou n'importe où dans le monde. Je peux en dire plusieurs. Oui. Parce que moi, j'aime plein de vins partout. Tout le monde me fait la même réponse. Mais... Alors... si j'y réfléchis un peu quand même, j'aime beaucoup le pouilly fumé. J'y vais cet après-midi. Pouilly fumé, j'aime beaucoup, par la rondeur justement qui se rapproche un peu. Alors après, si on s'éloigne, si on continue un peu par là, on va sur Chablis. Moi j'aime bien Chablis premier cru. J'aime beaucoup Montmain, Fourchaume, Montmain. J'ai un bon copain là-bas qui fait du Montmain, top. Sinon après, si on parlait de Pouilly, mais Pouilly Fussé. Fussé, j'aime beaucoup. J'ai oublié Meursault. Meursault aussi, j'aime beaucoup Meursault, c'est très bon aussi. J'adore Meursault parce qu'il y a la vivacité, la fraîcheur. Après, il y a des grandes appellations en blanc, mais qui sont beaucoup plus lourdes. On n'est pas habitué à ça chez nous. Donc, Meursault avec sa fraîcheur, sa vivacité. Donc, on parlait de Pouilly Fussé. Alors là, j'ai un bon copain qui travaille Pouilly Fussé, Saint-Véran. Ça, c'est... D'accord. Ou alors Mâcon, Solutré, Verzé, tout ça. Ça, j'aime beaucoup parce que ça a du peps. D'accord. Ça, c'était en blanc. J'aime bien aussi le Viognier en descendant. Voilà. Le Viognier, ouais, ça, j'aime beaucoup. Après, en rouge, j'aime bien la Bourgogne. Oui. Alors, mon problème, c'est que j'ai pas mal de stock
de vieux vins, fin de 92, enfin 9, Ouais. 10, 12, 13, 14, 15. Après, je sais plus comment les boire parce qu'on est habitué à boire des vins jeunes et C'est vrai. sur le fruit. Et après, je sais plus comment les boire. Mais sinon, un Océ Durès, un Allos Corton, un Vaune Romanée, ça j'aime bien. Ok. Voilà. Et puis j'aime bien aussi du côté du Bordelais tout ce qui est la lande de Pomerol ou Saint-Émilion. Côte de Castillon, j'aime bien aussi parce que ça, c'est des vins qui ressemblent un peu comme chez nous, légers, fruités. Saint-Nicolas de Bourgogne en remontant dans la Loire. Enfin, je fais un peu le grand écart. Sinon, vous aimez tout Bandol le vin, aussi, en fait. Bandol, mais Bandol rouge. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait se dire. Donc, merci de nous avoir reçus. Et puis, à bientôt, sûrement. À bientôt. Au revoir. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, a deafness, a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntans rapidly feel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Tire-bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bon, mais de retour en studio alternatif virtuel, comment on peut appeler ça? Un duplex virtuel. Un duplex, c'est pas mal ça. En duplex, en duplex de la vigne, Julien. Est-ce que vous m'entendez, Julien? Oui, je vous entends, Léon, je vous entends. Ce que je te propose, vu que c'est un épisode un peu particulier, etc., c'est que, vu qu'on est un peu en mode apéro, chacun raconte sa life, c'est peut-être de se faire d'en savoir un petit peu plus comment on s'occupe pendant ce confinement. Par exemple, qu'est-ce qu'on écoute en podcast, qu'est-ce qu'on peut regarder comme série, qu'est-ce qu'on se boit en ce moment, et ce genre de petits trucs, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ok, pourquoi pas. Tu commences, écoute, je commence, comment on fait? Je commence, j'allais te proposer de commencer. Allez, vas-y. Puisque je vais te parler d'un podcast que j'écoute en ce moment, enfin un des podcasts que j'écoute, mais en tout cas un que je télécharge très régulièrement en ce moment, c'est un podcast qui s'appelle Le Bureau des Mystères. Alors, je suppose que tu connais. Oui, tout à fait. Donc en gros, c'est deux petits jeunes qui parlent de choses mystérieuses, comme leur nom l'indique. Donc pendant l'épisode fait en général 45 minutes. Donc à tour de rôle, ils racontent une histoire qui fait peur, un peu sur le paranormal ou en tout cas de phénomènes inexpliqués sur une thématique particulière. Donc à chaque épisode égale une thématique. Donc chacun raconte une histoire. Ensuite ils débattent un petit peu autour de ça. Et à la fin de chaque histoire, ils décident de classer ou pas l'affaire. Donc c'est ça qui est intéressant. Ils ont un regard un petit peu. C'est pas en gros critique, ils essayent presque d'expliquer les choses. S'ils arrivent à les expliquer de façon scientifique ou avec des preuves ou en tout cas par manque de preuves, etc., ils disent ok, bon, on classe l'affaire. En gros, c'est pas un
mystère. Et parfois, ils n'en classent pas. Ils se disent non, ça, on ne sait pas comment l'expliquer. Ça reste un phénomène inexpliqué, mystérieux. Il y a un doute. Donc, on garde le dossier, on le garde sur le bureau. Donc, j'aime bien un peu cette ambiance. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission qui m'a fait faire des cauchemars quand j'étais gamin sur TF1. Ça s'appelait Mystère. Ah, mais bien sûr. Mais oui, tout à fait. Oh là là, si vous nous écoutez, vous vous en souvenez, peut-être que vous en avez la chair de poule, mais moi, rien que de repenser en fait au générique, mais rien que le générique te faisait c'était ça qui t'empêchait de dormir dans ton lit, quoi. C'était horrible, quoi. Donc voilà, l'ambiance est sympa. À la fin de l'épisode, ils te font chacun une reco un petit peu, et sur des choses qu'ils écoutent auxquelles ils jouent, ce genre de choses. Donc, j'ai bien aimé. Et donc j'en ai pas écouté beaucoup finalement. Je commence à peine. Je les ai redécouverts. J'avais écouté une fois il y a peut-être 1 an ou 2. Bon, j'avais pas forcément accroché. Et là, vu qu'en ce moment je travaille seul dans les vignes, il faut m'occuper les journées, donc j'ai remis un petit coup par rapport à ça. Et puis voilà, je le recommande et je pense que je vais l'écouter assez régulièrement. D'accord. Et toi ? Eh ben, alors moi, à mon tour, je me réécoute. C'est quelque chose que j'avais déjà écouté, mais je me réécoute P1 PDD. C'est pour une poignée de dés. Voilà, ça veut dire pour une poignée de dés. P1 PDD. En fait, c'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle ambiance vampire. C'est pas Heroic Fantasy avec des orques et des nains et des elfes, tu vois. C'est vraiment ça se passe à Paris et tout machin. Et en fait, c'est ultra bien monté. C'est-à-dire que c'est monté comme une fiction audio, en fait. Donc du coup, t'as pas ce côté lent et mou que peuvent avoir une partie de jeu de rôle sur table où toi quand tu joues très bien soit, mais à écouter c'est ultra chiant en fait. Donc là tout est bien coupé, il y a des ambiances sonores et tout, c'est ultra bien. Et voilà, donc je les avais déjà écoutés. Il y a 2 saisons disponibles. Ça doit faire 1 an et demi qui nous fait languir pour la saison 3. On sait qu'elle a été jouée, on sait qu'elle a été enregistrée, mais que le montage, ça prend du temps. Voilà. En janvier, je lui ai rebalancé un petit tweet pour le taunter comme ça. Il a dit en 2020, c'est sûr. Donc on aura ça laisse encore un peu de marge. On aura la saison 3 en 2020. Mais il y a déjà 2 saisons qui sont très très bien. Génial. Ouais. Et donc voilà, c'est vachement bien. Et puis c'est relativement long, vu qu'on a le donc temps. C'est bien. Pour s'occuper les oreilles un bon moment. Voilà, c'est parfait. Moi, ça me convient tout à fait. Alors, je rebondis là-dessus. Clin d'œil à qui de droit. Voilà. Mais si tu l'as vu, mais c'est une question rhétorique que je te fais. Est-ce que tu as vu que CNews a publié un article avec les podcasts à écouter pendant le confinement, et qui c'est qu'il y a dedans ? C'est Bibi, c'est nous. Oui, sur le site de CNews. Alors, je ne sais pas si c'est très regardé, très lu, le site internet de CNews. Très sincèrement, je ne pense pas. Mais qu'est-ce qu'on peut exploiter ça en termes de com et en termes d'image ? Néanmoins, voilà. Tu sais, on va pouvoir créer sur le site internet un onglet Il parle de nous, ou presse. Ouais, c'est clair. Tu sais, il commence à y en avoir un petit peu. Pour se la péter, mais oui, 2-3 publications dans des magazines de vin, 2-3 publications sur des sites internet sympas. Bah ouais, go, il va falloir qu'on se crée ça, quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais. Je sais pas si tu as lu l'article en profondeur, ils ont quand même dit que tu faisais des vannes de merde. Moi, je ils ont également dit que tu faisais des interviews interminables. Oui, pas mal. Chacun prend sa part. Utiliser le terme fleuve. Chacun prend sa part. Non, mais c'est ce qui est bien, c'est que voilà, c'est une vraie critique objective de notre podcast. Il a dit ce qu'il aimait, il a dit ce qu'il aimait pas. C'était chouette. Moi, j'ai bien aimé. Sympa. C'était pas juste écoutez ça, c'est super bien. Ça allait un peu plus loin et c'était sympa. Ouais, donc merci à ce journaliste. S'il nous écoute, on lui fait des bisous. Des bisous, quoi. Voilà, on trinquera à sa santé. Bah ouais, carrément. Bon, bah voilà, ça c'était nos 2 recos podcast. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment ? Est-ce que tu te mates des séries ou des films particuliers ? Plein. Ouais. Et puis plein de merde. C'est affligeant. Allez, tu choisis bien. Tout ce que je peux te dire, choisis bien. En fait, j'ai 2 recos. J'ai une reco de merde et une reco bien en série. Ne dis pas ne dis pas par quoi tu commences, on jugera. D'accord. Alors il y a Lock and Key, tu vois, clé en anglais, qui est sur Netflix, et il y a The Good Doctor sur Amazon Prime. Voilà. D'accord, ok. Donc laquelle est nulle, laquelle est bien ?
Good Doctor, j'ai regardé le premier épisode sur TF1. Ah, ça passe sur TF1. Et Ok. ouais, je sais pas ok. si ça passe encore, mais ça a eu passé, suis passé. D'accord. Et j'ai regardé que le premier épisode parce qu'il m'a fait de la peine, ce petit jeune là, autiste. Tout le monde se foutait de sa gueule, tout ça, et il m'a trop fait de la peine. Il doit super bien jouer, mais du coup, il m'a fait de la peine. J'ai dit non, je peux pas aller me coucher en étant triste. Donc j'ai plus regardé. D'accord. Mais est-ce que tu sais qui est cet acteur d'ailleurs? Non, j'ai pas fait gaffe. Alors, je te donne un indice. C'était un enfant qui a fait des films. Oui, comme nous tous, hein, on a tous été des enfants. Oui, mais lui, il a fait des films. D'accord. C'est lui qui a joué dans, si je te dis pas de bêtises, Arthur les Minimoys. Et ça, je suis pas trop sûr, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il a joué dans Charlie la chocolaterie avec Johnny Depp. Oui. Et en fait, tu te rends compte qu'il a bien, parce qu'il était super moche quand il était gamin, et là, il a bien grandi, quoi. Il s'est bien arrangé. Voilà, et il aurait pu finir pire. Ça aurait pu être pire. Ouais. Donc la série bien, c'est The Good Doctor. D'accord. Et LOKK, j'ai trouvé ça super nul. Il y a un syndrome. Ça parle de quoi? C'est inspiré d'une BD que je n'ai pas lue, qui si ça tombe est ultra cool. Et en fait, c'est une histoire de clé qui ouvre des portes et ça donne des pouvoirs magiques, en gros. Et donc il y a un méchant qui cherche à récupérer les clés et des gentils qui veulent les sauvegarder, voilà, en gros. Mais il y a un syndrome... de Fort Boyard, cette histoire, non? C'est ça. Il n'y a pas le père Fouras là derrière, il n'y a pas le boss de fin de la saison 1. Il y a Passepartout qui cavale dans le fond, des fois, tu le vois là. Voilà. Et non, mais il y a une espèce de déviance de série là sur Netflix où en fait ils te font des séries de 10 épisodes où tu n'as qu'une seule intrigue. Je m'explique. Quand tu prends la série The Good Doctor, par exemple, puisque je l'ai cité, ou plein d'autres, mais tu as toujours deux niveaux de narration. Tu as la résolution de l'intrigue de l'épisode en lui-même, et puis dans le fond, en fil rouge, tu as l'évolution des personnages sur toute une saison, et peut-être une histoire, un arc narratif qui, lui, va durer toute la saison, et des petits arcs narratifs qui vont durer 1 voire 2 épisodes quand c'est un épisode un petit peu spécial. Et là, on assiste à tout un tas de séries sur Netflix qui durent 10 épisodes, et où tu as 0 résolution par épisode. En fait, t'as pas de dynamique épisodique, feuilletonnante, peut-être. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être pour tenir en haleine absolument les gens, pour connaître la suite. Non, justement, moi, ça marche pas du tout, quoi. Enfin, je sais pas, là, sur Lock and Key, t'as une dynamique qui s'installe sur les 2-3 épisodes. En gros, t'as un gamin qui trouve une clé, il cherche un petit peu à quoi elle sert, machin, tout ça. À la fin, ils trouvent et ils en font un usage qui est ce qu'il est. Et puis, au bout de 3 épisodes, cette dynamique-là, elle disparaît complètement. Et puis, tu as juste l'intrigue, l'arc narratif général. Et il te crée un cliffhanger un peu artificiel à la fin de chaque épisode pour essayer de te faire revenir au prochain. Et moi, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, voilà. Et par contre, alors moi, les séries médicales et les séries d'avocats, je suis client. Moi, donc c'est pour ça que The Good Doctor, ça m'a plu. Je rappelle que ma série préférée du monde entier, c'est Scrubs. Ah ouais, qu'est-ce que c'était bien ça. Ah, c'est la meilleure série, ça, la meilleure série. Ah ouais, c'est clair, c'est c'est une série médicale, voilà. Mais peut-être que tu es comment on appelle ça, tu es hypochondriaque, quoi, et ça te rassure de voir des blouses blanches. Pas du tout. Je vais jamais voir le médecin. Non, je me soigne au vin. Tu sais, le tableau quand t'as la grippe, c'est 2 verres de Bordeaux. Quand t'as la gastro, c'est du bandol. Vraiment, non, c'est pas ça, zéro. Non. Mais ouais, j'aime bien ça. J'aimerais courir derrière un chariot et dire NFS, chimie, Yono, vite, les bandelettes urinaires, vous me passez 3 mg d'adresse sous IV, voilà, faire des trucs comme ça. Je vais te raconter une anecdote d'une amie qui m'avait raconté ça. Un jour, pareil, elle va aux urgences et tout, je sais plus pourquoi, et donc la nénette à l'interne, elle lui dit SMS, Yono, chimio, machin. Elle dit mais vous êtes médecin? Elle dit non, je regarde urgence. C'est ça. Elle l'a fait et franchement, ça, chaque fois elle me raconte, ouais, c'est passé. Elle est tellement sûre d'elle. Ah mais vous êtes médecin? Non, je regarde urgence. Non, je suis une immense actrice, juste.
Mais d'ailleurs, en parlant Et toi, de pinard, ta reco série, alors, ah c'est quoi? oui. Alors, j'ai dans mon village, c'est très compliqué de regarder des séries en streaming. Ne parlons même pas de Netflix ou Amazon ou d'autres. On n'a pas assez de débit. On n'a même pas assez de débit pour avoir une box. Donc, je peux te dire. Ok. Donc en fait, j'ai fouillé dans mon disque dur externe, tu sais, un peu à l'ancienne, pour voir ce que j'avais à l'intérieur. Donc j'ai des films, des séries et... Au moins, t'as plus le classeur avec les DivX, tu sais. Non. Les gros classeurs avec tous tes films sur CD qu'on avait avant. C'est vrai, ouais, non, c'est vrai que ouais, je suis entre cette étape-là et l'étape Netflix. Et l'étape Netflix, quand même un support physique pour ça. Et je suis retombé sur la saison 2 d'une série que je n'avais pas vue, mais j'avais adoré la première saison, c'est True Detective. Attends, donc c'est une série de fous. Il y a eu un gros blanc en fait. Donc tu es retombé sur... Alors, je suis retombé sur une série qui a quelques années maintenant, c'est True Detective. D'accord. Je sais pas si tu connais. C'était très bien cette série. Ouais. J'avais vu la saison 1, c'était avec Matthew McConaughey. Yep. C'était hyper glauque, une ambiance glauque possible, etc. Mais par contre, je me souviens que j'avais vu ça en été et au lieu de faire la sieste les après-midi, je m'enchaînais les épisodes, quoi. Et là, en fouillant en fait dans mon disque dur, je me rends compte que j'ai la saison 2. Que je n'avais jamais vu parce que j'avais tellement bien aimé la saison 1, je m'étais dit, la saison 2, ça va être un réchauffé dégueulasse. Et donc, la saison 2, rien à voir, toute autre ambiance, etc. Et c'est avec Colin Farrell. Donc, pour te donner, on va dire un peu la guest star. Et c'est génial. Donc, c'est une autre ambiance. C'est un peu complot avec lutte d'influence dans une ville corrompue, etc., etc. Donc je sais plus combien, il y a 8 épisodes, c'est pas bien long. Et par contre, je l'ai dévoré dans la semaine, quoi. Je me suis régalé, quoi. J'ai trouvé que c'était une super série. Donc voilà, c'est une série qui est un peu vieille, mais je vous la conseille, quoi. True Detective. Alors True, ça s'écrit comme vérité en anglais, hein, T-R-U-E. Oui. Et détective, comme tout le monde s'en... comme Dick Tracy, voilà. Exactement. Là, je me rends compte que True Detective, ça pourrait très bien être un nom de film de cul. Titre. Je viens de préciser l'orthographe, je pense. Ça doit exister. Ça doit exister. Ça doit exister. Si tu tapes ça dans Google, il peut y avoir des surprises. D'ailleurs, je vais faire ça. Pas... Non, mais moi, je vais pas le faire. Non. Non, mais écoute, je le ferai, je te dirai. Donc voilà ce que j'ai regardé. Mais j'ai envie de te dire, et si on se fait une petite reco, parce qu'on est quand même un podcast sur le vin, qu'est-ce qu'on boit en confinement? Qu'est-ce qu'on boit en confinement? Alors moi, je t'ai déjà teasé ça, je t'en ai déjà parlé en première partie d'épisode. Hein, je me faisais Mais là, qu'est-ce que tu bois pendant cet épisode? Oui, en première partie, qu'est-ce que tu bois? Oui, non. Alors là, pas compris ma question, monsieur. Là, pardon, excuse-moi. Justement, alors j'en suis à la 3e aujourd'hui. C'est pas facile, hein. J'en suis au blanc aujourd'hui là. Toujours les mêmes, hein, ceux que j'ai un Mentou Salon, domaine Jean Taillet. Voilà, le classique. C'est ce qu'on aime. Je vais m'en servir un verre d'ailleurs. Il est ouvert. Fais-moi rêver. Fais-moi le bruit du verre qui coule dans le micro. Alors attends, je me rapproche du micro. Pourquoi, t'as rien à boire, toi? Ouais, j'ai rien à boire. Ah ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai rien à boire, mais par contre, je vais te parler d'un pinard qui m'a fait tomber de ma chaise. Eh putain, attends, je te coupe la parole. Tu sais que depuis le dernier épisode, j'utilise meilleur ami du confinement, j'utilise le calice. L'aérateur. L'aérateur, verseur et compagnie, quoi. Ouais. Mais il est juste génial, ce truc. Mais ça marche ultra bien. J'ai découvert moi, donc du coup, j'ai quand même bu quelques 2016 et tout, machin, là. Ça marche super bien. Je découvre des nouveaux arômes. Alors, c'est surtout que les vins ont vieilli, mais il y avait des arômes sur des bouteilles que je trouvais assez moyennes. Et là, je trouve des nouveaux arômes et tout, machin, avec ça. Je trouve ça très sympa. Je confirme qu'un vin un peu nul, ça en fait pas un vin incroyable. Voilà, c'est pas non plus. C'est quoi l'expression d'un âne, on n'en fait pas un cheval de course? Oui, voilà, c'est ça, voilà. Et du coup, voilà, c'était juste pour te placer ça. Je t'ai coupé la parole pour te dire que je l'utilisais et que je trouvais ça franchement cool comme non, outil. mais franchement, ouais. Je pense que je vais le garder pas dans la poche, mais je vais m'en servir très très régulièrement, quoi. Écoute, je suis content que tu dis ça parce que moi c'est le cas également.
Et tout le monde me dit ah ouais mais c'est des potes à toi tout ça. Je dis non, je dis franchement c'est un super outil. Enfin on n'a pas des parts dans la société ou quoi. Je dis franchement c'est enfin un truc en plus de ça qui est fait à côté de chez nous, qui est fait par des mecs qui sont super sympas, qui sortent les doigts du cul etc. quoi. Bah autant en parler quoi. Et puis je suis d'accord avec ce qu'on s'était dit précédemment. Ça devient un accessoire aussi presque aussi incontournable qu'un tire-bouchon presque. Ouais, quoi. Ouais. Donc c'est facile d'utilisation. Et quoi. c'est simple, quoi. C'est pas une encaisse, tu mets ça dans un tiroir facile. Enfin, franchement, bon bref, on va pas ressortir tout l'argumentaire qu'on a déjà fait. L'épisode d'avant, c'est génial. Bon. Voilà, ouais. Confère épisode d'avant. Donc, je te parle de mon pinard. Ouais, excuse-moi. Qui est également un vin blanc. C'est un 100% Roussanne. Et ce vin, quand je l'ai bu, chouette. j'ai dit mais c'est une tuerie, sa mère quoi. Alors c'est un vin de France, donc tu vois c'est même pas une appellation ou quoi machin. Donc on voit que c'est le château Juvenal qui est dans un petit village du Vaucluse que je ne connais pas du tout. Alors peut-être que toi tu vas le connaître, c'est Saint-Hippolyte le Graveyron. Oh putain, c'est où ça? Alors sur le coup je me suis dit ça doit être dans le nord, ça vers l'Ardèche, non? Eh ben même pas, c'est entre Baume de Venise et Caron. Ah putain, donc, en plus, ok. Bah ouais, tu te dis, ouais, on sait pas non plus à Cuges-les-Pins, quoi. C'est un petit bled. Enfin, comme quoi, moi qui pensais connaître quasiment tous les bleds de Vaucluse, ben non, pas du tout. Donc Saint-Hippolyte, le Graveyron. Rien que le nom, déjà, il résonne comme une vanne, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est au nord de Carpentras, donc. Ouais. Voilà, vers là-bas, quasiment au pied des dentelles de Montmirail, quoi. À quelque chose près. Dans le Conta Venessin. Ah, le Conta Venessin. Alors, c'est un 100% Roussanne. La cuvée s'appelle, alors je sais pas trop comment le prononcer parce que l'orthographe est un peu bizarre, Perséide ou Perséide, je pense. Oui. Et donc, franchement, c'est un vin qui peut se garder 5 ans. Hein, donc, c'est un vin. Ok. Ça peut être un vin de garde. Et voilà, moi, ça a été un coup de cœur infini. On m'a offert cette bouteille. On me dit, bah, tiens, tu la boiras, elle doit pas être mal. Oh, j'y tiens, 22 francs. Je dis, oh, c'est cool, ça change un peu. Peut-être que ça va être une pépite. Eh ben oui, c'en est une, quoi. Alors, vu qu'on me l'a offert, je sais pas du tout combien elle coûte. Mais si elle est vendue autour de 15 €, je suis prêt à l'acheter parce que franchement, ça les vaut, quoi. C'est une super bouteille. Donc, c'est le château Juvenal, comme je le répète. Hein. Et donc, c'est, voilà, la cuvée Perséide, Perséide, je sais pas comment on peut prononcer. C'est évident, c'est Perséide. Mais il n'y a pas un i tréma, alors c'est pour ça que j'hésite à dire Perséide. Donc, bon, mais écoute, peu t'importe, j'ai envie de te dire, quoi. Ok. Voilà mon petit Max, on a fait le tour. J'espère qu'on n'a pas saoulé nos auditeurs parce que bon, on a fait une émission un petit peu spéciale. En roue libre, en discussion peinarde. Ouais. Voilà, peinard en chaussettes et en pantoufles. Donc, ouais, j'ai même pas de chaussettes pour tout te dire. Monsieur est rebelle. Oui, c'est ça. Ça fait. C'est ton petit côté Lorenzo Lama ou Bobby Six Killer. Ça fait 3 semaines que j'ai le même bas de survêt. C'est immonable. Ça doit sentir bon chez toi. Non, je dis que c'est le chat, c'est bon. ça passe crème. De toute façon, personne vient. Non. Peut-être les pompiers, tu fais un malaise. Oui, voilà, un AVC, mais c'est propre, bon. C'est sur ces notes joyeuses. On va arrêter de faire chier les gens. On va essayer de revenir un petit peu plus tôt que d'habitude pendant ces temps de confinement. Yes, on se fera un petit apéro. On va essayer. Moi aussi. Ouais. Vous savez que toute chose qu'on vous annonce, on ne la fait pas, donc ne vous attendez à rien, comme ça vous ne serez pas déçus, mais on va essayer d'avoir une parution un petit peu plus soutenue, vu que la logistique est plus légère, et vu qu'on s'emmerde, on a le temps d'enregistrer des trucs. Voilà. Absolument, j'ai envie de te dire. Comme d'habitude, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ah oui, nouveauté, l'application Podcast Addict, donc sur Android. Oui. Ok, l'application qu'elle est très très bien pour écouter les podcasts, a ajouté la fonction commentaire. Donc vous pouvez ajouter des commentaires gentils directement depuis l'application Podcast Addict. Et ça, c'est ultra cool. Voilà. Donc si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire par ce biais-là aussi. Génial. Et puis bon, si votre commentaire est super sympa, ben on le citera à l'antenne. Oui, pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Non, mais même sans le citer. Non, mais je te pose même pas la question parce qu'on le fait, parce que voilà, quand vous nous mettez un commentaire sympa, ben, ça nous fait plaisir, tellement plaisir, ben, on le partage avec tout le monde. Voilà.
Voilà, tout simplement. Hein, on va pas se justifier que c'est comme ça. Bon, trêve de publicité. Trêve de galéjade. On va se dire au revoir. Bon, alors nous, on va continuer parce qu'on va sur le Discord d'à côté et on a un apéro. Il y a un autre salon. On a un autre salon avec un apéro virtuel qui nous attend. Avec le comité des Charles de Gaulle, en tout cas une bonne partie d'entre eux. On vous souhaite à tous une bonne journée, un bon confinement. Déprimez pas trop. Déprimez pas trop. Et surtout, et puis si ça va pas, vous ouvrez une bonne bouteille parce que ouvrez-vous une bonne bouteille, buvez-la, vous en foutez parce que vous conduisez pas de toute manière. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, au conduire, il faut choisir. De toute façon, on est en confinement. Hop là, moi je reste dans le canapé. Bon, mais mon petit Mac, je te dis au revoir, à la prochaine. Bisous Julien et bisous tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.